Avant d'avoir le courage de lancer mes propres projets, je me souviens que pendant des mois, je faisais le même rituel. Le soir, j'allais me coucher, je regardais mon plafond et j'essayais en fait de m'encourager. Je me disais, allez, ça peut plus continuer comme ça. Tu peux plus être bloqué dans cette vie. Tu peux plus continuer de faire semblant que tout va bien ou je ne sais quoi encore. Demain, c'est sûr, tout va changer. J'allais me coucher, le lendemain je me réveillais et je me souviens que les premières pensées qui me venaient c'est ouais mais non, je peux pas le faire là maintenant tout de suite parce que qu'est-ce que diraient les gens? Je peux pas le faire maintenant là tout de suite parce que là je suis pas encore dans une situation assez stable. Je suis pas encore, on va dire, j'ai pas encore atteint le bon moment. Du coup, qu'est-ce qui se passait? J'allais au boulot comme d'hab et j'oubliais en fait les promesses que je m'étais faites la veille. En fait, ce qui va vous empêcher de, on va dire, vous lancer dans vos projets les plus importants, c'est trois obstacles principalement. Le premier obstacle est de loin, c'est le regard des autres. On a l'impression que si jamais on sort des sentiers battus, les autres vont nous critiquer, les autres vont se moquer de nous, les autres vont, on va dire, voir qu'on n'a vraiment pas ce qu'il faut pour se lancer dans des projets ambitieux. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, en fait, on commence à douter. On commence à dire, ici, je me trompais ou je ne sais quoi encore. Alors forcément, le regard des autres, étant donné que toute notre vie, ça a été des gens, en fait, qui évaluaient notre qualité, forcément, ça aura un poids. En fait, je veux même vous expliquer d'où est-ce que ça vient exactement. C'est-à-dire que quand vous repensez à votre enfance, les personnes qui vous disaient en fait si ce que vous faisiez était bien ou pas, c'était vos parents. Autrement dit, c'était jamais vous. À l'école, qui c'est qui vous disait si vous aviez bien travaillé ou pas? C'était un professeur, donc c'était jamais vous. Plus tard, quand vous allez être en entreprise, qu'est-ce qui vous dit? Qui est-ce qui vous dira si vous avez fait du bon travail ou pas? Votre manager. Donc là aussi, ce ne sera jamais vous. En fait, on vous met dans un système où à aucun moment, c'est vous qui décidez vous-même de votre propre valeur. C'est évident que si je conditionne quelqu'un à croire que son opinion de lui-même, ou son opinion sur n'importe quoi d'ailleurs, n'a aucune valeur par rapport à l'opinion des autres, c'est naturel qu'il va tourner naturellement vers l'opinion des autres, qui va se demander qu'est-ce que les gens pensent, et surtout qu'il va avoir peur du regard des autres, parce qu'il aura l'impression que le regard des autres, c'est tout ce qui compte dans son monde. Le deuxième obstacle, c'est la peur de l'inconnu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous avez fait quelque chose qui était important pour votre vie, tout était tracé à l'avance. Quand vous allez à l'école, vous savez exactement ce qui va se passer du début à la fin. Vous savez exactement sur quel cursus vous allez aller ou je ne sais quoi encore. Et même quand vous allez devoir prendre une décision, généralement il y a tout un processus. Il y a des professeurs qui viennent vous parler des différentes options, qui vous disent ok laquelle tu veux choisir. Cette option-là c'est plus pour les gens qui veulent partir au travail juste après les études. Celle-là c'est plus pour ceux qui veulent faire des études longue durée. Bref, vous avez en fait à chaque fois devant vous un chemin tout tracé que vous allez sélectionner. Donc est-ce que c'est vraiment déconnant de vous dire que tiens, là je vais me lancer dans mon propre projet à moi, projet qui n'a absolument aucun chemin tracé et du coup je suis terrifié. Clairement, c'est pas du tout surprenant. Mais en fait, c'est bête à dire, mais la peur que vous ressentez à ce moment-là, c'est juste un manque d'habitude. C'est même pas une vraie peur, dans le sens où il n'y a même pas une vraie menace. C'est juste que vous n'avez jamais fait ça. On verra après justement comment on surmonte ce truc-là. Le troisième obstacle qui va vous empêcher de vous lancer, c'est la peur de perdre ce que vous avez acquis durement. Alors ok, la vie que vous avez est pas ouf. Ok, vous êtes insatisfait. Mais putain, vous vous êtes battu pour l'avoir. Putain, vous vous êtes battu pour avoir ce que vous avez aujourd'hui, le peu de confort que vous avez aujourd'hui. Et en effet, votre épanouissement n'est pas au top, mais votre situation n'est pas assez dégueulasse pour, on va dire, tout envoyer valser et tout jouer sur un coup de poker. Et ce truc-là, en fait, est extrêmement puissant, dans le sens où on retrouve en fait cet effet partout. C'est comme les gens en fait qui vont jouer au casino et qui commencent à, disons, miser une somme. Et quand ils vont perdre cette somme, ils vont se dire « Oh putain, je ne peux pas repartir du casino sans me refaire. Il faut absolument que je me refasse, il faut absolument que je regagne mon argent, là j'ai perdu trop. » Qu'est-ce qu'ils vont faire? Du coup, ils vont investir encore plus. Et c'est exactement ce qui se passe en fait dans votre vie. Vous avez investi des dizaines d'années dans votre vie, vous avez la situation que vous avez aujourd'hui, et là vous vous dites « Ok, mais si je vais jouer à un autre jeu, si je lance un projet qui change absolument tout, je risque de tout perdre. Est-ce que je veux vraiment partir du casino en me disant « Ok, je recommence ailleurs ?» Et ça, en fait, c'est on va dire un biais de notre mental qui est extrêmement puissant. On retrouve extrêmement ce biais aussi dans les gens qui vont venir investir. Je me souviens en fait d'un supérieur que j'avais et j'étais invité à une réunion et il était en train de parler de où est-ce qu'il faut investir. Et mon boss, évidemment, il voulait que les investisseurs investissent dans son département. Il savait qu'il avait besoin de 10 millions.
pour justement faire son projet. Mais les mecs en face ne voulaient pas lâcher plus que 7. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, ouais, il nous faut juste 7. Même si nous tous, on savait qu'il fallait 10. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a eu les 7. Mais on savait que ce n'était pas assez. Et là, notre boss, il se retourne et il nous dit, vous inquiétez pas les gars, ils ont déjà mis 7 millions. L'année prochaine, ils vont voir qu'ils ont déjà mis 7 millions. Il est hors de question qu'ils arrêtent là. Ils vont les remettre les 3 millions. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ce truc-là, en fait, qui va nous bloquer est extrêmement puissant, mais vous devez aussi comprendre que c'est un biais. Dans le sens où ce n'est pas logique. Ce n'est pas quelque chose qui est proche du réel. En vrai, si je vais dans un casino, que je joue à un jeu et que je me fais plumer, la décision la plus logique, c'est vraiment de me barrer parce que de toute évidence, je ne sais pas ce que je fais. De toute évidence, je n'ai aucune chance de me refaire étant donné que j'ai déjà tout perdu et que je n'ai même pas compris ce qui s'est passé. Là, normalement, je devrais me barrer. Mais émotionnellement, c'est extrêmement dur. Notre cerveau, en fait, sera vraiment dans un mode du « peut-être que je peux me refaire ». Pareil pour ce projet de 7 millions qui s'est transformé en 10 millions. Ils n'auraient jamais dû, en fait, se dire « ah ouais, mais on a déjà mis 7 millions, autant mettre 3 millions ». En fait, la question qu'ils auraient dû se poser, c'est « est-ce que si on met 3 millions, ça va marcher ?» Est-ce que justement tout est bon ou je ne sais quoi encore? Et vous savez quoi, nos chiffres étaient vraiment pas terribles. Heureusement pour nous, ça a marché, mais en fait, c'est un coup de chance. C'est plutôt, on va dire, le monde extérieur qui a d'un seul coup changé et qui a fait que notre projet en fait était beaucoup plus rentable. Mais à l'origine, le projet sur lequel je bossais était vraiment pas ouf. Donc ces 7 millions se transforment en 10 millions, et tant mieux pour nous. Mais on va dire, la personne qui faisait les calculs pour eux leur avait clairement dit « non, vaut mieux couper ici. Vaut mieux, on va dire, arrêter de perdre plus d'argent. » Ce truc-là est extrêmement puissant, je vous le redis et je vous le redis parce qu'en fait, vous allez le retrouver en fait dans toutes les facettes de votre vie. Toutes les facettes de votre vie où vous avez investi énormément d'efforts, énormément de temps, énormément d'argent, énormément de je ne sais quoi encore pour l'avoir, une partie de vous sera en mode « je ne peux plus le lâcher maintenant, il faut que j'aille jusqu'au bout ». Et c'est pour ça en fait qu'il y a des gens qui, quand ils ont une promotion en fait, dans un job qu'ils n'aiment pas, ils arrivent quand même à se dire « ouais mais cette promotion, je la voulais tellement, je m'en fous, je continue quand même. Cette vie, je la voulais... » On va dire, je pensais la vouloir tellement que j'ai mis 10 ans de ma vie, il est hors de question que je change maintenant. Et ce sont ces mêmes personnes qui, on va dire, sur le point de mourir, vont vous dire « putain, j'aurais dû faire autre chose. Putain, j'aurais pas dû continuer. » Et là, justement, je vais vous expliquer en fait comment moi est-ce que j'ai réussi à m'en sortir, comment moi est-ce que j'ai réussi à finalement me lancer et justement à surmonter les 3 obstacles dont je vous ai parlé. Le premier obstacle, justement, c'était le regard des autres. C'est bête à dire, mais vous devez, une fois que vous avez compris que si vous accordez autant d'importance au regard des autres, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que vous, c'est pas parce qu'ils savent mieux que vous, c'est pas parce qu'ils sont plus pertinents que vous. C'est juste parce que vous avez été conditionné pour pas réfléchir par vous-même. Quand j'ai compris ça, j'étais en mode putain mais je veux vivre ma propre vie. Quelles sont les chances que j'y arrive si je laisse les autres décider pour moi? Quelles sont les chances que j'y arrive si je laisse les autres dicter eux-mêmes la qualité de mes décisions, je ne sais quoi encore, alors qu'ils ne savent même pas ce que je fais? Clairement, il n'y avait aucune logique là-dedans. Mais vous savez quoi? Quand vous avez un problème émotionnel, ce n'est pas de la logique qu'il vous faut. C'est une solution émotionnelle. Là, le problème émotionnel que j'avais, c'est j'étais terrifié à l'idée que les gens se moquent de moi. J'étais terrifié à l'idée que les gens se disent « ce mec-là, il n'en vaut pas la peine. Ce mec-là, il est nul à chier » ou je ne sais quoi encore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fallait une solution émotionnelle. Et la solution émotionnelle que j'ai trouvée à ce moment-là, c'était la suivante. J'en ai marre d'avoir peur. J'en ai marre de vivre dans la peur. J'en ai marre de laisser les autres contrôler ma vie. J'en ai marre d'être un pion. J'en ai marre d'être un pion dans ma propre vie. J'en ai marre de devoir demander la permission en permanence pour faire des trucs, alors que les gens ne savent même pas ce que je fais. Les gens ne savent même pas pourquoi c'est important pour moi. J'en ai marre que les gens décident à ma place. Et ça, vous voyez, tout ce que je viens de dire là, ce sont des arguments émotionnels. Parce qu'à chaque fois que je l'ai dit, j'en ai encore des frissons. D'un point de vue logique, ce que je dis, il n'y a même pas de logique en fait. Je peux en effet donner le contrôle à quelqu'un ou le reprendre, on va dire, sur un claquement de doigts. Sauf que émotionnellement, c'est pas si simple. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse justement surmonter cet obstacle? Je ne devais pas leur dire tout de suite que je me lançais dans un projet complètement dingue, de vivre ma vie selon mes propres règles, etc. J'ai commencé en fait à faire des projets de mon côté, sans en parler. Et en fait, j'ai noté un truc. C'est que même si personne n'était autour de moi, j'avais l'impression qu'on m'observait. J'avais l'impression que des gens me jugeaient, m'épiaient, qu'ils étaient en train d'analyser chacun de mes gestes. Et ce truc-là, en fait, que je ressentais à ce moment-là, c'est aussi un biais cognitif, c'est aussi un biais de notre cerveau. Ça s'appelle en fait l'effet projecteur.
Cet effet projecteur en fait nous dit la chose suivante. Étant donné que nous, dans notre tête, on est le centre du monde, on pense que tout le monde se demande ce que l'on fait. Alors qu'en fait, on est la seule personne à se dire ça. Pourquoi? Parce que combien de temps est-ce que vous passez à penser à la vie des autres? Combien de temps est-ce que vous passez à penser à la vie de tous les autres? Et là, vous allez me dire, ouais, des fois ça m'arrive pendant 5 minutes quand je les entends, je pars à la radio, je ne sais quoi encore, mais en vrai, je m'en fous complètement, quoi. Ouais, exactement. Tout le monde s'en fout, en fait, de vous. Tout le monde s'en fout, en fait, de ce que vous allez faire. Tout le monde s'en fout, en fait, de comment vous allez vous planter ou je ne sais quoi encore. Mais dans notre tête, on a ce biais cognitif qui nous dit, ouais, mais c'est toi le centre du monde, du coup, tout le monde a les yeux braqués sur toi. C'est faux. Et la façon la plus simple pour vous de vous en rendre compte, c'est d'essayer de communiquer ou d'intéresser des gens sur vos projets. Par exemple, je sais pas, quand je cherchais des associés ou je ne sais quoi encore pour mon projet, j'ai été étonné à quel point c'était difficile de parler de mon projet. Tu vois, vous voyez, c'est comme par exemple là les vidéos YouTube que je suis en train de faire, je suis en train de cracher des vidéos, etc. Et je me dis, ouais, c'est vrai que tout le monde s'en fout en fait. Enfin, il y a très peu de gens qui sont intéressés, il y a très peu de gens qui vont s'abonner, il y a très peu de gens qui vont je ne sais pas encore. Et ça, c'est la preuve que toute cette surveillance que j'imaginais en permanence, c'était que dans ma tête. Donc si vous voulez faire des recherches là-dessus, ça s'appelle l'effet projecteur et c'est quelque chose qui est extrêmement étudié. On a tous l'impression que les gens vont épier nos faits et gestes et c'est pas du tout le cas. Pourquoi on a ce truc? C'est qu'à la base, du moins c'est l'une des théories et c'est pour l'instant la théorie la plus solide qu'on a, c'est qu'en fait nos ancêtres, quand ils devaient survivre, ils ne pouvaient pas survivre tout seuls. Donc il fallait trouver un groupe. Et pour trouver un groupe, il fallait du coup obéir au même code. Par exemple, je sais pas, il y a l'hiver qui arrive, vous n'allez jamais tenir en fait si vous n'avez pas de réserve, si vous n'avez pas, on va dire, convenu avec tout le monde que fallait pas bouffer certains trucs, fallait préparer certaines choses avant que l'hiver arrive ou je ne sais quoi encore. Si vous êtes tout seul, vous étiez mort à une époque. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Notre cerveau en fait, il a commencé à se développer pour se dire tiens, ce serait marrant que je mette un système qui te donne l'impression que tout le monde t'observe. Comme ça, quand tu veux rentrer dans un groupe, tu es tellement, on va dire, obsédé par les règles du groupe, comment est-ce que le groupe pense, à agir comme le groupe pour faire partie du groupe, que justement, ça sera naturel pour toi de faire partie du groupe. Mais aujourd'hui, on a évolué un peu vite, beaucoup plus vite que ce que notre cerveau est capable de, on va dire, de modifier. Et on s'est retrouvé avec le même truc, mais avec des problèmes qui ne sont pas du tout les mêmes. On est beaucoup moins à mourir pendant l'hiver, on est beaucoup moins à mourir pendant de faim ou je ne sais quoi encore, et merci pour ça. Mais du coup, on a encore ce truc-là qui traîne et qui nous dit « Fais gaffe, si tu veux survivre, il faut que tu fasses comme tout le monde. » Donc dès que vous avez compris que c'est un biais cognitif, dès que vous avez compris que c'est juste quelque chose que vous imaginez et que surtout, quand vous vous posez la question du « Combien de temps, moi, est-ce que je passe à épier les gens? Combien de temps, moi, est-ce que je passe à me demander ce qu'ils font, à les juger ou je ne sais quoi encore ?» Et vous allez vous rendre compte que vous y pensez pratiquement jamais. Donc ça, c'était justement la première étape pour me débarrasser du regard des autres. Arrêter de croire qu'ils étaient en train de m'observer tout le temps. Et ensuite, la deuxième étape pour m'en débarrasser complètement, c'était de me dire « Mais les gens qui me jugent, est-ce qu'ils savent qui je suis? Est-ce qu'ils savent ce que je veux faire de ma vie? Ou est-ce qu'ils se posent juste la question? » Non, à aucun moment. Et c'est là en fait que vous allez découvrir que les gens qui se moquent de vous, en fait, se parlent à eux-mêmes. Par exemple, s'il y a un mec qui... Enfin, moi, je suis en train de vivre ma vie comme je l'entends, etc. Mais s'il y a un mec qui se l'interdit, un mec qui se dit « Non, mais en fait, quand tu es adulte, tu ne peux pas te permettre de faire ça. C'est irresponsable ou je ne sais quoi encore. » Autrement dit, lui, il s'est interdit de le faire. Qu'est-ce qu'il va penser quand il va me voir? Il va me dire tout de suite « Ah, lui, c'est un bouffon, lui. Lui, il n'a rien compris. Lui, il a oublié de grandir. Lui, c'est un grand enfant, lui. » Mais en fait, c'est à lui-même qu'il se parle. C'est lui-même qu'il essaie de convaincre. Donc dès que vous comprenez que les gens qui vous jugent se parlent à eux-mêmes, et en fait ils ne peuvent pas parler de vous parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent même pas 1% de votre vie, vous commencez en fait à vous en libérer. Vous commencez à vous dire que la pertinence de leur jugement est proche de zéro. Et c'est pareil pour vos proches. C'est pas parce que d'un seul coup la personne qui vous juge est un proche que son jugement est magiquement extrêmement pertinent. J'ai des proches, j'ai des amis qui ne soutiennent absolument pas mes projets. Pour eux, la vie, c'est fait pour travailler, gagner sa croûte, aller à la retraite et ensuite faire ce qu'on veut. Et ils sont OK avec ça. Et tant mieux pour eux. Jamais je les dissuaderai, jamais je leur dirai qu'ils font de la merde ou je ne sais quoi encore. Parce que j'ai compris que ma vie, c'est mes règles. Et que leur vie, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Donc voilà, ça se fait en 2 étapes du coup pour détruire ou du moins émécher la puissance du regard des autres sur vous. Première étape, c'est de vous rappeler que cet effet projecteur, personne en fait ne pense à vous.
De la même façon que vous ne pensez à personne, vous êtes la seule personne à penser à vos problèmes en permanence. Vous êtes la seule personne à vous dire mais qu'est-ce que les gens vont dire sur moi ou je ne sais quoi en permanence. Tout le reste du temps, vous pensez, on va dire, les autres pensent à autre chose. Les autres ne pensent jamais à vous. Le seul moment où ils vont penser à vous, c'est uniquement si vous êtes face à eux et que vous leur demandez, on va dire, leur avis ou je ne sais quoi encore. Deuxième étape, c'est de vous rendre compte que la pertinence du jugement des autres est proche de zéro. Du coup, vous pouvez complètement vous en séparer. La deuxième peur à surmonter, c'était la peur d'aller dans l'inconnu. La peur de sauter dans l'inconnu, de ne pas savoir ce que vous allez faire de votre vie, de votre futur ou je ne sais quoi encore. En fait, quand vous y réfléchissez, c'est vrai que pour les décisions extrêmement importantes comme votre orientation, le futur boulot, déménager ou je ne sais quoi encore, vous avez ce besoin, on va dire, de tout quadriller, de tout savoir à l'avance, ou du moins un gros paquet d'informations avant. Mais il y a plein de trucs que vous faites où vous sautez complètement dans l'inconnu. Par exemple, quand vous allez sortir avec une personne ou je ne sais quoi encore, vous n'avez aucune idée de si la personne sera la bonne pour vous, si vous allez passer votre vie avec ou je ne sais quoi encore. Quand vous allez avoir, enfin si vous allez avoir ou quand vous allez avoir un enfant, vous n'avez aucune idée si tout va bien se passer ou pas. Et pourtant, vous allez le faire. Si vous en avez envie, si c'est ce que vous voulez faire ou je ne sais quoi encore. Quand vous allez, je sais pas, changer de job, parce que votre premier job ne vous intéresse plus ou vous en avez fait le tour ou je ne sais quoi encore, vous dites tiens, je vais postuler ailleurs, vous n'avez pas du tout l'assurance que ce nouveau job va être meilleur dans tous les cas, dans toutes les facettes. Et pourtant, vous allez le faire. En fait, pour détruire cette peur de l'inconnu, vous allez juste vous rappeler que vous le faites tout le temps. Quand vous allez tester un nouveau restaurant, vous n'avez aucune idée de si c'est bon, si c'est cher ou je ne sais quoi encore. Vous allez juste tester. Et vous allez vous autoriser en fait à ce moment-là à échouer, à ce que ce soit pas top, à ce que ce soit pas terrible ou je ne sais quoi encore. Et en fait, vous allez juste utiliser la même approche pour les décisions importantes de votre vie. Pourquoi? Parce que même quand vous aviez un chemin tout tracé, ça vous amenait à la vie que vous avez aujourd'hui, qui n'est pas si épanouissante que ça, qui n'est pas aussi satisfaisante que vous l'auriez aimé. Donc c'est pas parce que quelque chose est tout tracé que c'est forcément bon. C'est pas parce que quelque chose est sûr que c'est forcément épanouissant, que c'est forcément ce que vous recherchez. Donc quand vous allez commencer à comprendre ça, vous allez vous rendre compte de la stupidité de cette peur en fait. Parce que cette peur n'est liée qu'à, on va dire, de l'inconnu. Et la peur en fait tire sa puissance de l'inconnu. Parce que quand vous confrontez une peur, vous allez tout de suite lui enlever sa puissance. Là, c'est ce que je viens de faire. Dire, mais regardez toutes les décisions que vous avez prises sans avoir l'assurance que ça allait fonctionner. Et pourtant, vous les avez prises. Pourtant, vous n'êtes pas mort. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas souffert, mais vous n'êtes pas mort. Donc, il faut dédramatiser le truc. La troisième peur que vous devez combattre, c'est la peur de perdre ce que vous avez aujourd'hui. Et celle-là, elle est dure. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une charge émotionnelle. Dans le sens où ce qui vous empêche de vous séparer, de faire le grand saut, je ne sais quoi encore, c'est d'avoir passé des années à souffrir pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Donc quand je vous dis « ouais mais c'est pas grave, fais-le quand même, saute dans tes projets ou je ne sais quoi encore », je suis en train de vous dire « ok, fais comme si les 20 dernières années de ta vie où tu as souffert le martyre n'ont pas compté, n'étaient pas importantes ou je ne sais quoi encore ». Du coup, c'est pas comme ça que je vais vous convaincre. Moi, du moins ce qui m'a convaincu, c'était la chose suivante. C'est vrai que j'en ai souffert pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que j'en ai bavé. Mais si c'était si bien que ça, pourquoi est-ce que je passe toutes mes nuits à me dire que je veux autre chose? Si c'était si bien que ça, pourquoi est-ce que je consomme autant de contenu, autant de livres, autant de guides, autant de je ne sais quoi encore pour essayer d'avoir une autre vie? Si c'était si bien que ça, j'aurais juste pu me faire une raison comme tout le monde en fait. Sauf que j'y arrivais pas. J'ai essayé. J'ai essayé au point où j'ai essayé de me tuer, quoi. Et en effet, j'ai triché. Parce que je me suis dit, ok, bon, bah, si tu as essayé de te tuer et t'en es arrivé là, au bout d'un an, peut-être que tu peux te dire que tout perdre, c'était pas finalement si difficile, étant donné que tu étais prêt à le faire. Donc sur ce point, clairement, je vous le dis, j'ai triché. Par rapport aux autres personnes, etc. C'est pour ça que les autres personnes, généralement, ce qui leur arrive, c'est un truc similaire. Pas le fait de se suicider, mais on va dire une expérience qui provoque une émotion extrêmement vive. Souvent, chez mes clients, en fait, le déclic, c'est la mort de quelqu'un. Ou un accident grave, ou on découvre qu'il y a un diagnostic où la personne en fait a très peu de temps à vivre, ou plus que quelques années, ou je ne sais quoi encore. Et là tout de suite, toutes ces règles arbitraires qu'elle s'est inventées volent en éclats. Et qu'est-ce qui se passe en fait à ces moments-là? C'est que vous allez juste relativiser les choses. Et ce que j'essaie de faire en fait ici, c'est de vous faire comprendre que vous pouvez soit en effet attendre qu'il vous arrive un truc de dingue pour commencer à vivre, mais du coup vous aurez un temps assez limité. Ou alors vous pouvez vous dire, et si je commençais à regarder, à apprendre des erreurs des autres?
Parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand quelqu'un frôle la mort ou qu'il connaît une personne qui a frôlé la mort ou qui a connu la mort? Ben, il commence à tout remettre en question, il commence à se poser la question enfin qui est la plus utile, qui est je veux faire quoi de ma vie? Genre si vraiment je pouvais faire une seule chose et que ça en valait la peine, ce serait quoi? Et toutes les personnes en fait qui, on va dire, connaissent ce genre d'expérience finissent par se poser cette question. Certains arrivent à l'enfouir et dire ouais mais bon c'est bon je pense ça mais demain ça ira mieux ou la semaine prochaine ça ira mieux ou je ne sais quoi encore. Et tant mieux pour eux si c'est le cas. Mais pour d'autres en fait on ne peut plus revenir en arrière. Et comprenez en fait que si tous les jours vous vous demandez comment est-ce que je peux faire pour faire mieux, comment est-ce que je peux faire pour vivre mieux, comment est-ce que je peux faire pour être plus épanoui dans ma vie ou je ne sais quoi encore, c'est que vous êtes en fait vraiment sur la brèche, quoi. Donc comment est-ce que moi je propose à mes clients de faire ça sans qu'ils aient connu, on va dire, d'événements aussi dramatiques? C'est d'y aller mollo. Y aller mollo parce que ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont bâti jusque-là, ils n'ont pas besoin de le perdre. Vous n'avez pas besoin de faire un coup de poker en fait. Tout ce que vous pouvez faire, beaucoup de gens que j'accompagnais, ils avaient leur boulot, on va dire en fond, et c'est juste que quand ils rentraient du boulot, ils passaient 2, 3, 4 heures par nuit à justement bosser sur leur véritable projet. Et déjà, vous pouvez commencer par ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir tout de suite si ce projet de vivre votre vie ou je ne sais quoi encore, est-ce que c'est vraiment fait pour vous ou pas? Parce qu'il y a plein de gens, en fait, quand je leur ai fait passer ce test, ils se sont rendus compte que ça n'en valait pas la peine, que c'était trop de travail, qu'en effet, ils n'étaient pas épanouis, etc., mais peut-être qu'ils avaient juste besoin d'un autre boulot, d'autres amis ou je ne sais quoi encore. Et à un moment, c'est eux qui vont décider, en fait, quel chemin ils vont choisir. Certains ont choisi ce chemin-là, de prendre un autre boulot, de prendre d'autres amis ou je ne sais quoi encore. Mais le risque qu'ils ont pris, c'est que, et si le boulot était pire? Et si les nouveaux amis étaient pires? Et ça arrive très souvent. Donc moi, ce que je vous conseille justement pour dépasser ce troisième obstacle, j'ai peur de tout perdre, j'ai peur que tout ce que j'ai fait juste avant de le perdre, ou de revenir en arrière, de prendre du retard ou je ne sais quoi encore. Ne balancez pas tout. Juste continuez d'avoir la vie que vous voulez, mais rajoutez plus de ce que vous voulez vous dans votre emploi du temps. C'est-à-dire que si vous regardez votre emploi du temps aujourd'hui, regardez les activités que vous faites pour les autres ou qui ne vous apportent aucun épanouissement. Les clients avec qui j'ai fait ça, on était autour de 95% d'activités qui ne servaient à rien. Enfin, du moins qui ne servaient pas à la personne. Bah, quand vous passez de 95% qui ne vous sert à rien à 50% qui vous sert, vous seriez étonné en fait de déjà comment vous vous sentez. Et si effectivement en fait vous voulez aller encore plus loin, vous voulez vraiment que 100% de votre emploi du temps soit dédié à vos projets ou je ne sais quoi encore, vous serez plus apte à le faire parce qu'au moins vous aurez de l'expérience. Donc là, ce que je vous conseille vraiment de faire, si vous y allez petit à petit, c'est en plus de ce que vous faites aujourd'hui, au lieu de souffrir, vous voyez tout le temps que vous passez à souffrir, tout le temps que vous passez à vous dire mais putain, mais je devrais X, Y, Z, vous enlevez tout ce temps-là et vous le remplacez par du temps où effectivement vous lancez vos projets. Je parlais en fait à des gens qui, enfin j'ai rencontré ça plein de fois, des gens qui me disaient ah putain, j'aurais dû améliorer mon anglais, j'aurais tellement plus d'opportunités. Et à chaque fois la question que je leur pose c'est ok, tu dis ça depuis quand? Et systématiquement la personne me dit bah je me dis ça depuis au moins 5-6 ans quoi. 5-6 ans à se dire putain je devrais améliorer mon anglais. Et là la question que je leur pose à chaque fois c'est si tu avais passé tout ce temps, au lieu de te dire je dois améliorer mon anglais, si tu le faisais vraiment, à ton avis ton anglais serait comment? Et là forcément la personne me dit tout le temps bah là je pourrais être bilingue, je pourrais parler couramment ou je ne sais quoi encore. Et en fait il va se passer pareil pour vous. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous dire, quand vous allez commencer à calculer, estimer le temps que vous avez passé à vous morfondre, à ne pas oser vous lancer, mais à vous dire que vous devriez le faire, je ne sais quoi encore, ouais, ça va se compter en années aussi, quoi. Donc là, perdez pas plus de temps que ça et lancez-vous. Cette vidéo pour vous faire comprendre finalement que si vous voulez vivre votre vie, tous les blocages que vous avez sont pratiquement dans votre tête. Je dis pratiquement parce qu'effectivement, vous allez avoir des gens qui vont vous critiquer. Mais encore une fois, ces gens qui vont vous critiquer, ils vont se critiquer eux-mêmes, vont se parler à eux-mêmes et pas à vous. Il y a des gens qui ne vont pas vous comprendre. Mais quand vous aurez compris que vous n'avez pas besoin que les gens vous comprennent pour vivre votre propre vie, vous arrêterez en fait d'attendre la permission. Ce que je voulais faire aussi à travers cette vidéo, c'est répondre à un problème très particulier et qui est, on va dire, très fréquent. C'est le moment où vous dites « faudrait que je me lance, mais j'hésite ». Et en fait, on a tellement peur à ce moment-là, on est tellement peu lucide sur ce qui nous arrive. On est tellement tourmenté par nos émotions, tourmenté par, on va dire, la souffrance qu'on peut avoir dans ces moments-là, qu'on n'arrive plus à réfléchir. Et je voulais faire cette vidéo en fait pour vous permettre de réfléchir posément pendant
20 minutes et vous dire ouais, c'est vrai qu'il marque des points sur certains points, c'est vrai qu'il y a certains autres points que j'aimerais explorer moi-même, mais au moins je sais que le chemin que je suis en train de parcourir, je suis pas tout seul. Parce que je crois que c'est ça en fait qui était le plus difficile dans cette phase-là, c'est que j'avais l'impression d'être tout seul parce qu'à chaque fois que je voulais en parler à quelqu'un, les gens me disaient je comprends rien à ce que tu me dis. Genre elle te plaît pas là ta vie? Genre t'es bien payé, t'as un boulot stable, t'as un appart, je comprends pas ce que tu veux de plus. Et en fait j'avais que des gens comme ça autour de moi. Et si vous avez aussi des gens comme ça autour de vous, comprenez que c'est normal parce qu'on est très peu en fait à vouloir vraiment vivre différemment, à vouloir, on va dire, à avoir encore le courage de se dire je veux autre chose pour ma vie, que c'est normal en fait qu'on a l'impression d'être seul. Mais vous ne l'êtes pas. Allez, bon courage à vous.